Stockholm, début décembre 1952. Dans un bureau du ministère de la Défense, le ministre Torsten Nilsson ouvre un dossier que son chef d'état-major n'a pas encore vu. Sur le bureau, 2 propositions. 300 chars légers français AMX-13 à 700 000 couronnes pièce. 80 chars britanniques Centurion à 845 000 couronnes. Le ministre choisit la deuxième option. Il signe avant Noël. Le général Carl August Ehrensvärd, commandant en chef de l'armée suédoise, l'apprendra plus tard. Ce n'est pas une décision technique, c'est un coup politique. Ehrensvärd, comte, vétéran de la guerre d'hiver finlandaise, descendant du bâtisseur de la forteresse de Sveaborg, considère le Centurion comme trop lourd, trop cher, trop coûteux à entretenir pour un pays de 7 millions d'habitants. Il l'a dit, on l'a écouté, on ne lui a pas obéi. Le ministre, social-démocrate de 47 ans, civil, vient de trancher contre l'avis unanime du commandement militaire. La Suède est dans une situation absurde. Sa frontière maritime fait 2200 km. À 800 km à l'est, l'armée rouge aligne déjà des milliers de T-54. La Suède, neutre, refuse l'OTAN, refuse Moscou, refuse la protection de quiconque. Pour défendre cette neutralité armée, elle a un parc blindé composé essentiellement de Stridsvagn M42, un char de la Seconde Guerre mondiale, dont le canon de 75 mm à canon court ne perce plus rien depuis 1944. Pendant 2 ans, Stockholm a flirté avec Paris. En janvier 1951, le bureau d'études suédois a reçu les premières données techniques sur l'AMX-13. En juillet de la même année, des ingénieurs suédois ont tenu le char dans leurs mains à l'atelier d'Issy des Moulineaux. En avril 1952, un exemplaire complet est arrivé sur le polygone d'essai d'Eskilstuna. Les négociations portaient sur 300 machines, 700 000 couronnes pièce. Le contrat le plus important que la France ait jamais espéré signer pour son nouveau char léger. Et puis, en quelques semaines, tout s'effondre. L'argument décisif vient d'Ehrensvärd lui-même. Le général livre son verdict en une phrase qui restera dans les archives suédoises. Bon char, mais pas pour la Suède. Le blindage de 15 mm, la silhouette haute, l'autonomie limitée, le moteur essence, tout cela peut convenir aux ruelles d'Indochine, pas aux forêts de Norlande. Le chef de l'armée pense défense territoriale, embuscade, retraite, neige. La Mi-13 pense intervention coloniale rapide. 2 doctrines incompatibles enfermées dans le même blindé. Mais voici le paradoxe que personne n'avait prévu. Le général qui sabote le contrat français est précisément celui qui va perdre la bataille suivante contre son propre ministre. Ehrensvärd refuse la Mi-13 parce qu'il veut un char plus solide. Le ministre Nilsson signe pour le Centurion. Le général proteste, trop lourd, trop cher. Personne ne l'écoute. Et pendant ce temps, sur les quais d'Eskilstuna, l'unique exemplaire de l'AMI-13 attend qu'on lui dise quoi faire. Avril 1953, Paris. Une délégation suédoise arrive officiellement pour annoncer ce que les Français savent déjà depuis l'hiver. Le contrat de 300 chars est annulé. Pas reporté, pas réduit, annulé. Pour l'industrie d'armement française, qui sort à peine de la décennie noire de la reconstruction, c'est la perte du plus gros marché d'exportation que l'AMX-13 ait jamais eu en perspective. Les Suédois repartent vers le nord. Ils emportent avec eux quelque chose que les Français ne soupçonnent pas encore. Les notes techniques, les schémas, les idées. Le 2 mai 1953, 6 premiers Centurions Mark III débarquent dans le port suédois. Ils sont peints, immatriculés, baptisés STRV 81. Été 1953, exercice du régiment P2 à Hässleholm. Les équipages suédois grimpent pour la première fois dans la machine britannique. 50 tonnes, 3 mètres de haut, un canon de 83 mm et demi. C'est massif, c'est moderne, c'est cher. Et c'est rapidement évident pour tout le monde, 80 machines ne couvriront jamais 4 brigades blindées. Faites le calcul. Une brigade blindée suédoise standard nécessite 48 chars opérationnels. 4 brigades, donc 192 chars. Plus les réserves, plus l'instruction, plus la maintenance. Avec 80 centurions, on couvre à peine 2 brigades.
En 1955, Stockholm commandera 160 machines supplémentaires. Mais en attendant, les régiments du Nord roulent toujours sur des STRVM-42 datant de la guerre, avec leurs canons courts qui ne percent plus la moindre cuirasse soviétique moderne. Quelque part dans un dépôt militaire suédois, 225 châssis de STRVM-42 attendent. Ils ont entre 10 et 15 ans. Leurs moteurs Volvo et Scania Vabis tournent encore. Leurs trains de roulement sont fatigués, mais réparables. Leurs tourelles sont obsolètes. C'est elles le problème. Les canons courts de 75 mm sont dépassés depuis Koursk. Mais le reste, les chenilles, le moteur, la coque blindée, fonctionnent. Et c'est là que quelqu'un, quelque part dans l'administration militaire royale, pose la question qui changera l'histoire du blindé suédois. Si on ne peut pas acheter assez de centurions pour 4 brigades, et si on ne veut plus de l'AMFI 13, et si les châssis du MET 42 sont encore valides, pourquoi ne pas changer seulement la tourelle? L'idée n'est pas neuve. Dès 1944, des ingénieurs suédois avaient proposé de remplacer la tourelle du MET 42 par une nouvelle, équipée d'un canon plus puissant. Le projet avait été abandonné en 1948, jugé trop complexe. 5 ans plus tard, la situation a changé. Le contrat français vient de capoter. Le contrat britannique ne suffit pas. Les châssis sont là. Le besoin est urgent. Le ministère de la Défense rouvre le dossier en 1953. Il manque un homme pour le porter. Un ingénieur capable de prendre un véhicule de la guerre mondiale et d'en faire quelque chose qui puisse, sur le papier au moins, regarder un T-54 dans les yeux. Cet homme existe. Il a 35 ans. Il s'appelle Sven Berge. Il vient d'un bourg de Hälsingland où il a commencé sa carrière en réparant des moteurs de tracteurs dans un atelier mécanique. Il parle 5 langues, dont le russe et le français. Il a personnellement supervisé les essais suédois de l'AMFI 13. Il sait exactement pourquoi le char français a été refusé. Et il sait ce qu'on peut en garder. En 1954, son nom apparaît sur un document de l'administration royale du matériel d'armement. Chef de projet. Modernisation du Stridsvagn M42. Budget minimal, délai serré. Objectif, produire un char qui équipera 4 brigades blindées et qui ne ressemblera à la fin ni au Centurion, ni à l'AMX-13, ni à rien de ce que l'Europe a vu jusque-là. Mais comment fait-on un char moderne avec un châssis de 1943 et un canon anti-aérien de 1936? Hälsingland, hiver 1954. Dans un bureau étroit de l'administration royale du matériel, à Stockholm, un homme déplie un calque sur sa table. Sven Berge a 35 ans, des mains de mécanicien et un diplôme d'ingénieur tardif. Il vient de recevoir une lettre administrative qui l'informe que, désormais, le sort de 225 blindés suédois dépend de lui. Il n'a jamais dirigé un projet de char. Il a seulement réparé des moteurs de scierie quand il avait 17 ans. L'homme qui hérite du dossier est un autodidacte de la province. Né à Ljusdal en 1919, fils d'une famille modeste, il a fait son premier stage à 16 ans dans un atelier mécanique de Bourg. Puis Trollhättan, puis Stockholm, puis l'armée. En 1942, il entre comme civil dans le bureau d'inspection de la production de chars de l'administration royale. Pendant 12 ans, il a regardé d'autres ingénieurs travailler. Maintenant, c'est son tour. Et il a une obsession que personne dans le bureau ne soupçonne. Il a personnellement supervisé les essais de l'AMX-13 en 1952 et il connaît par cœur ce que le char français savait faire et ce qu'il ne savait pas faire. Le comité de recherche se réunit en 1954. 3 solutions sur la table. Première option, baptisée A.1, une nouvelle tourelle de type classique, conçue pour conserver la fameuse dépression de canon de -15 degrés du STRVM-42, l'angle qui permet de tirer depuis le sommet d'une colline en restant invisible derrière la crête. Deuxième option, A.2. Monter directement sur le châssis suédois la tourelle oscillante de l'AMX-13, idée séduisante mais condamnée d'avance. Troisième option, A.3. Ressortir le projet de 1944, une tourelle compartimentée avec chargeur automatique. Berge écoute. Berge prend des notes. Berge a déjà choisi.
A.2 est éliminé d'un coup, et c'est presque humiliant. Les ingénieurs suédois mesurent le couronnement d'embase de la tourelle de l'AMX-13. Trop large. Le châssis du STRVM-42 n'a pas l'anneau qu'il faut. Greffer la tourelle française demanderait de refaire la coque, ce qui coûterait plus cher qu'un char neuf. La solution la plus moderne, la plus innovante, celle qui aurait fait du STRV-74 un char à chargeur automatique digne du futur, est rejetée pour une question de centimètres. La France reste française. La Suède devra inventer autre chose. A.3 s'effondre toute seule. La tourelle compartimentée de 1944 est trop complexe, trop coûteuse, trop expérimentale. Le chargeur mécanique demande une fiabilité que l'industrie suédoise des années 50 ne peut pas garantir. Berge la met de côté pour plus tard. Beaucoup plus tard. Cette idée d'un char sans chargeur humain reviendra dans son cerveau dans 2 ans, sous une forme encore plus radicale, et donnera naissance à un blindé qui n'aura plus du tout de tourelle. Mais ça, en 1954, personne ne le sait. Pas même lui. Reste donc A.1, la tourelle conventionnelle. Cheap and dirty, comme disent les Britanniques. Sauf qu'il faut un canon. Et c'est là que Berge sort sa carte la plus surprenante. Il pointe du doigt une arme qu'aucun ingénieur de char n'avait considérée jusque-là. Un canon anti-aérien Bofors de 75 mm, modèle 1936. Une pièce d'artillerie conçue 18 ans plus tôt pour abattre des bombardiers allemands au-dessus du ciel suédois. Un canon que la défense aérienne est en train de retirer du service parce qu'il est dépassé contre les bombardiers à réaction. Le calcul est implacable. Le Bofors de 36 tire à 840 mètres par seconde. Sa cadence est de 8 à 10 coups par minute. Il accepte les obus anti-chars de 75 mm déjà en stock dans l'armée suédoise. Et surtout, il existe. Il y en a des dizaines dans les dépôts. La défense aérienne s'en débarrasse à prix coûtant. L'armée de terre les rachète pour une bouchée de pain. Modifié pour usage tank, il devient le canon principal du futur STRV-74 sous la désignation canon STRV-74. Performance théorique, perforation de 247 mm de blindage à bout portant avec obus à sabot. Sur le papier, le T-54 soviétique est en danger. Sur le papier. Reste un problème pratique, et il est gros. Le Bofors de 36 a un canon long. Très long. Trop long pour un châssis de STRVM-42. Une fois monté dans la tourelle, le tube fait basculer tout l'équilibre vers l'avant. La tourelle penche. L'élévation devient impossible à stabiliser. Le char ressemble à un homme qui aurait posé une planche de surf sur sa tête. Les ingénieurs cherchent une solution. Ils en trouvent une absurde. Des ressorts. Des ressorts gigantesques, en spirale, du même type que ceux qu'on trouve dans les horloges suisses de précision. Berge propose d'utiliser l'énergie de ces ressorts pour compenser le poids du canon. Quand le tube descend, les ressorts résistent. Quand il monte, les ressorts aident. Le mécanisme est entièrement passif, sans moteur, sans pompe hydraulique. C'est de l'horlogerie de Tour Eiffel transposée dans un blindé de combat. Les Soviétiques mettent au point des stabilisateurs gyroscopiques. Les Américains conçoivent des servomoteurs. Les Suédois, eux, mettent un mouvement de pendule dans leur char. Et ce n'est pas la seule idée bizarre qui entre dans la tourelle. Berge, qui réfléchit déjà à l'ergonomie des équipages, veut que le char soit utilisable même quand les 2 gros moteurs Scania-Vabis sont à l'arrêt. Ventilation, chauffage, radio, rotation électrique de la tourelle, tout cela demande de l'énergie. La solution est trouvée dans un catalogue automobile civil. Un petit moteur de Volkswagen. Le moteur de la coccinelle, celui que Hitler avait promis aux familles allemandes en 1938, est intégré dans la tourelle du futur char suédois. Démarrage par lanceur, comme une tondeuse. Allemagne vaincue, Volkswagen renaissant, Volkswagen exporté en Suède neutre, Volkswagen installé dans une tourelle pointée vers Moscou. Le char STRV-74 devient un patchwork européen, coque suédoise de 1943, canon anti-aérien de 1936, ressort d'horlogerie suisse, moteur auxiliaire Volkswagen. Au début de 1954, 2 prototypes sont commandés.
Le premier sera basé sur un châssis STRVM42, variante TH, à boîte de vitesse hydraulique Atlas diesel. Le second sur la variante TV, à transmission Landsverk. Les deux véhicules naissent de pères différents et traînent leur arbre généalogique dans leurs entrailles. Hägglunds et Söner, à Örnsköldsvik, prend en charge la fabrication des tourelles. Landsverk fournit l'équipement. Le partage industriel est politique. 2 régions, 2 usines, 2 gouverneurs satisfaits. Berg travaille 16 heures par jour. Il lit des rapports techniques en russe, en allemand, en français. Il dort peu. Il fume. Il prend des notes. Et quelque part dans le tiroir de son bureau, il garde déjà un carnet où il dessine autre chose. Une silhouette plate. Un char sans tourelle. Un canon fixé directement dans la coque. Un véhicule qui n'a aucun équivalent dans le monde. Le projet du STRV-74 n'est même pas terminé que Berg prépare déjà ce qui le remplacera. Mais ça, en cet hiver 1954, le ministère ne le sait pas. Personne ne le sait. 3 ans plus tard, sur un polygone enneigé du nord de la Suède, le premier prototype va tirer. Et quelque chose d'étrange va se passer dès le 3e coup de canon. Polygone de Sarna, Dalekarli suédoise, été 1957. 6 heures du matin, brouillard sur la lande. Le premier prototype du STRV-74 avance lentement vers une butte de tir. 4 hommes à bord. Un commandant, un tireur, un chargeur, un conducteur. La machine pèse 26 tonnes. Sa silhouette dépasse celle d'un centurion. Le commandant donne l'ordre de pivoter de 90 degrés à droite. Il veut tester le canon en position 3 heures, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe de la coque, là où aucun ingénieur n'aime voir un char tirer. Le tireur appuie sur la commande électrique. La tourelle tourne lentement, mue par le petit moteur Volkswagen logé à l'arrière. Le canon de 75 mm pointe maintenant vers la cible latérale, à 900 mètres. L'obus traceur quitte le tube à 840 mètres par seconde, et au même instant, les 26 tonnes de la machine basculent. La chenille gauche se soulève d'environ 10 cm au-dessus du sol. Pendant une fraction de seconde, le char ressemble à un cheval cabré. Puis il retombe. Les ingénieurs, avec leurs bloc-notes, échangent des regards. Le problème est mécanique, et il est élémentaire. Le châssis du STRVM42 a été conçu en 1942 pour porter une tourelle de 2 tonnes et un canon court. La nouvelle tourelle pèse plus de 4 tonnes, et le Bofors anti-aérien dégage à l'extraction un recul que les barres de torsion d'origine ne sont pas prévues pour absorber latéralement. Quand le canon tire vers l'avant, la masse repose sur les 6 paires de galets qui amortissent. Quand il tire sur le côté, le couple de retour s'applique sur seulement 2 ou 3 galets, et la machine se balance comme un bateau pris en travers. C'est ce moment précis qui donne au STRV-74 le surnom qui le suivra jusqu'à sa retraite. Sanslös. En suédois, le mot ne se traduit pas exactement par fou ou stupide. Il veut dire littéralement sans sens, sans équilibre, sans repère. Quelqu'un qui titube, une machine qui perd l'axe. En français, le mot le plus proche serait désaxé. Les équipages qui montent dans le char comprennent vite pourquoi. À chaque tir latéral, ils sentent leur siège basculer. Certains apprennent à se tenir au poignet avant la détonation. D'autres rient. Les officiers du polygone consignent froidement le phénomène dans leur rapport. La production démarre quand même. En 1957, l'usine Hägglunds à Örnsköldsvik commence à assembler les premières tourelles. 113 unités sortiront de cette chaîne. À Landskrona, l'usine Landsverk en produit 112 autres. Total, 225 tourelles neuves, posées sur des coques rénovées de STRVM42. La répartition est politique autant qu'industrielle. 2 régions, 2 constructeurs, 2 gouvernorats heureux. Le contrat coûte au Royaume environ 80 millions de couronnes de moins que l'achat hypothétique de 300 AMX-13. Le ministère des Finances applaudit. Le ministère de la Défense respire. Personne ne parle encore du blindage de la tourelle. Et le blindage est le sujet dont il faudrait parler. 20 mm. Sur les flancs et à l'arrière de la tourelle, 20 mm d'acier laminé, c'est tout. Pas de double paroi, pas d'angle salvateur.
juste 20 mm, l'épaisseur d'un livre relié. Pour comparaison, la tourelle du T-54 soviétique en porte 200 au front et 130 sur les côtés. Le Centurion britannique en a 150. Le M48 américain, environ 110. Le nouveau char suédois, 20. Pourquoi si peu? Parce que la coque ne peut pas porter davantage. Chaque kilo supplémentaire écraserait les barres de torsion vieillissantes. Berge a sacrifié la cuirasse pour sauver le projet. Le projet vit. La cuirasse, elle, ne tient devant rien. Août 1960. L'Académie royale militaire suédoise publie un rapport d'essai qui aurait dû enterrer le programme. Les ingénieurs ont tiré sur une tourelle de STRV-74 avec une variété d'armes ennemies probables. Le résultat est froid comme une morgue. Un canon automatique de 20 mm perce la tourelle latéralement à moins de 300 mètres. Le canon anti-char Bofors de 37 mm, modèle 1934, c'est-à-dire un canon anti-char de la Seconde Guerre mondiale, perce la tourelle sur tous ses flancs jusqu'à 750 mètres. L'obus de 75 mm SLPP-RJ-49, en service dans plusieurs pays du pacte de Varsovie, perce le char de tous les côtés à 1400 mètres. La conclusion du rapport est rédigée dans la prose neutre qu'aiment les bureaucrates suédois. Le véhicule est vulnérable. Et pourtant, rien ne change. Le char entre en service. 4 brigades blindées reçoivent chacune leur 48 STRV-74. Brigade scanienne du Sud, Dragon scanien, brigade de Skaraborg, bataillon blindé de Norrbotten. Pourquoi maintenir un char qu'un canon de 1934 peut percer? Parce que les 80 millions de couronnes sont déjà économisées. Parce que les usines Hägglunds et Landsverk ont déjà reçu leurs commandes. Parce que les régiments attendent leurs véhicules. Parce que dire non, en 1960, signifierait recommencer un programme à zéro. Le silence administratif est plus fort que l'arithmétique balistique. Le STRV-74 sera produit, livré, déployé. Et tu sais quoi? Il y a même quelque chose qu'il fait mieux que les autres. La dépression de canon. Moins 15 degrés. C'est le record du monde pour un char de série en 1960. Un T-54 ne peut pas dépasser moins 4. Un Centurion peut descendre à moins 10. Le STRV-74, lui, peut faire pointer son canon vers le bas avec une amplitude qu'aucun adversaire n'égale. Concrètement, cela veut dire que dans les forêts collineuses du sud de la Suède, dans les vallées de Småland, dans les rochers de Bohuslän, le char peut se cacher entièrement derrière une crête en ne laissant dépasser que sa tourelle brinque-ballante. Il devient invisible jusqu'à ce qu'il tire. Puis il bascule, puis il se rétablit, puis il recommence. Le défaut latéral devient acceptable parce que personne, jamais, ne tirera de côté. Le char est conçu pour faire feu droit devant, depuis un trou. Les équipages s'attachent à leur monstre. Ils apprennent ses tics. Ils acceptent que pendant une fraction de seconde après chaque tir latéral, leur monde tangue. Ils savent que le métal qui les sépare de l'ennemi n'est pas plus épais qu'une porte de coffre-fort de banque de quartier. Mais ils savent aussi que cette tourelle haute, cette dépression record, ce moteur Volkswagen qui chauffe l'habitacle pendant les pauses, tout cela leur permet de tenir une crête forestière mieux que n'importe quel autre blindé de l'OTAN ou du pacte. Le char qu'ils appellent désaxé est, dans son rôle exact, le meilleur du monde. Mais quelque part, à Stockholm, dans le même bureau de l'administration royale du matériel, le même Sven Berger a déjà ouvert un autre dossier. Un dossier qui contient le dessin d'un char sans tourelle. Et ce dessin va tuer le STRV-74 plus sûrement que n'importe quel canon soviétique. Stockholm, un dimanche du mois d'août 1956. Pendant que les usines Hägglunds et Landsverk préparent encore leur chaîne pour la production en série du STRV-74, Sven Berg passe le week-end seul chez lui avec une feuille de papier et un crayon. Il dessine une silhouette. Pas de tourelle. Un canon fixé directement dans la coque. Une suspension qui peut incliner toute la machine vers le haut ou vers le bas pour viser. Le lundi matin, il entre dans le bureau de son chef de section, un certain Höglund, et lui présente son proquis. Höglund regarde, ne comprend pas, mais accorde à Berg le temps de développer l'idée.
L'ingénieur a 46 ans. Il vient de signer la conception du STRV 74. Les premières tourelles sortent encore d'usine. Le contrat administratif n'est même pas clôturé, et déjà, dans sa tête, il prépare le successeur. Pire, il prépare le tueur. Parce que son nouveau dessin propose tout ce que le STRV 74 ne peut pas faire. Une silhouette si basse que l'ennemi ne peut pas la viser. Un blindage frontal massif obtenu en supprimant le poids de la tourelle. Une mobilité offerte par un moteur à turbine. Et un canon de 105 mm, plus puissant que tout ce que la Suède a jamais possédé. Le plan n'est pas une amélioration, c'est une rupture. Le 22 octobre 1956, Berg dépose un document interne intitulé « Notification d'une invention suédoise ». Il y détaille la solution technique du pointage par les chenilles. La mécanique est diabolique. Pour orienter le canon horizontalement, on fait pivoter toute la machine sur ses chenilles. Pour le pointer verticalement, on incline la coque entière grâce à un système hydropneumatique. Le tireur ne vise pas son obus. Le tireur vise le char. Et le char vise pour lui. Aucun pays au monde, à cet instant, ne fabrique un blindé selon ce principe. Berge l'a inventé en 2 jours. Pendant ce temps, à l'autre bout du même couloir administratif, le programme du STRV 74 suit son cours bureaucratique normal. Production en série, livraison au régiment, rapport d'évaluation, modifications mineures. Personne dans le ministère ne sait encore que le bureau d'à côté prépare l'arrêt de mort de la machine qu'on est en train de fabriquer. Berge n'en parle pas. Il continue à signer des documents pour le STRV 74 pendant qu'il teste, en cachette, des maquettes de son projet baptisé « Alternative S ». La lettre S signifie suédois. Elle aurait pu signifier secret. Le projet Alternative S obtient officiellement la priorité en 1958. Bofors et Landsverk reçoivent le contrat de développement. Les premiers prototypes du futur STRV 103 roulent en 1961 en pleine livraison des derniers STRV 74. Pendant 3 ans, l'armée suédoise reçoit chaque mois des chars classiques d'un côté et finance des essais d'un char révolutionnaire de l'autre. Les 2 machines portent la signature du même homme. L'une est conçue pour servir 30 ans. L'autre est conçue pour la rendre obsolète. La schizophrénie industrielle est totale et personne ne semble s'en émouvoir. 1967. Le STRV 103 entre en service. La silhouette plate du nouveau char arrive dans les régiments. Et au même moment, le STRV 74 quitte les brigades blindées de première ligne. Il n'est même pas retiré du service, il est rétrogradé. Décision administrative, passage en compagnie de chars indépendants au sein des corps d'armée. Puis, encore un cran plus bas, en compagnie de canons d'assaut au service de l'infanterie. Le char qui devait défendre la Suède devient un véhicule de soutien. La machine qui visait le T-54 vise désormais des nids de mitrailleuses imaginaires. Et ironie supplémentaire, c'est la qualité même qui justifiait son existence qui le condamne. La fameuse dépression de canon de -15 degrés, conçue pour cacher le char derrière une crête forestière, est parfaite pour une embuscade défensive, mais elle n'a aucune valeur dans les missions modernes. Un char de soutien d'infanterie doit avancer, pas se cacher. Il doit tirer en mouvement, ce que le STRV 74 ne fait jamais. Son canon n'est pas stabilisé gyroscopiquement. Il doit traverser des terrains variés, ce que ses 26 tonnes sur un châssis de 1942 supportent mal. Tout ce qui faisait du STRV 74 un excellent char d'embuscade en fait un mauvais char de manœuvre. 1975, polygone de Fort Knox au Kentucky. 2 STRV 103 sont prêtés à l'armée américaine pour évaluation comparative contre un M60A1E3. Les Américains testent la précision du tir. Le résultat les sidère. Le char suédois sans tourelle tire plus précisément que leur propre char standard, à toutes les distances. Il met en moyenne une demi-seconde de plus à engager une cible, mais il touche plus souvent. La même année, en Suède, les derniers STRV 74 sont relégués à la défense côtière. Le triomphe et l'agonie se déroulent sur 2 continents en même temps, sortis du même cerveau d'ingénieur. 1981.
La variante V du STRV-74, basée sur le châssis STRV M42TV à boîte Landsverk, est officiellement retirée du service. Les régiments rendent leurs machines au dépôt. Les équipages reçoivent l'ordre de remettre les clés et les manuels d'instruction. Des centaines de soldats qui ont passé leur service militaire dans le ventre du désaxé voient leur monstre disparaître sous une bâche dans un hangar. Beaucoup ont aimé ce char malgré tout. Ils ont appris à tenir au poignet avant un tir latéral. Ils ont appris à allumer le moteur Volkswagen pour chauffer l'habitacle pendant l'hiver de Norrbotten. Ils ont aimé ses défauts, comme on aime les défauts d'un vieux camion familial. 1984. La variante H, dernière survivante du programme, est à son tour retirée. Le successeur s'appelle IKV 91, un véhicule plus moderne, doté d'un canon de 90 mm réellement anti-char, plus mobile, plus protégé contre les projectiles modernes. La nouvelle machine fait en pratique tout ce que le STRV 74 faisait, en mieux, en plus léger, en moins cher à entretenir. Le châssis du M42, qui a 41 ans cette année-là, prend sa dernière retraite après avoir été père d'un char de guerre et grand-père d'un char de paix. Sven Berge est encore vivant. En 1984, il a 65 ans et il prépare lui-même sa retraite de l'administration des matériels. Il ouvrira ensuite une société privée de conseil à Malmö, baptisée Swedish Armour. Il continuera à conseiller le constructeur américain General Dynamics et son ami israélien, le général Israel Tal, jusqu'aux années 2000. Il aura vu naître le char qu'il a conçu en quelques mois, vivre 26 ans et mourir, remplacé par d'autres machines. Mais il ne l'aura pas vu disparaître complètement. Parce que quelqu'un, à la fin des années 70, a eu une idée que personne n'avait osé suggérer. Et cette idée va offrir au STRV 74 une seconde vie aussi étrange que la première. Côte de Bohuslän, début des années 80. Un fonctionnaire du ministère de la Défense suédois marche le long d'une falaise rocheuse face à la mer Baltique, un dossier sous le bras. Derrière lui, un officier des fortifications côtières et un ingénieur civil. Tous trois examinent une dépression naturelle dans la roche. À 200 km de là, dans un dépôt militaire, 225 tourelles désaxées attendent qu'on décide de les ferrailler. Le fonctionnaire pose son dossier sur un rocher. Il dit une phrase qui scellera leur destin pour les 20 prochaines années. Et si on les enterrait ? L'idée est administrativement parfaite. Le STRV 74 a été retiré du service de campagne, mais ses tourelles sont en bon état. Le canon de 75 mm, lui, fonctionne encore. Le mécanisme à ressort horloger tient toujours. Le moteur Volkswagen démarre toujours. Pourquoi détruire des centaines de structures encore opérationnelles alors que la doctrine suédoise repose tout entière sur la défense territoriale ? La Suède a 2200 km de côte à protéger. La Suède redoute toujours un débarquement soviétique sur ses plages. La Suède a besoin de points d'appui fixes face à la mer. La décision est prise. On déterre les tourelles des coques de STRV M42 mises à la casse. On les transporte par camion vers les sites côtiers. On creuse dans la roche des chambres bétonnées. On hisse les tourelles dans ces bunkers à ciel ouvert. On les boulonne sur des supports d'acier. On scelle le bas avec du béton armé. Le résultat porte un nom suédois. Varntorn. Tour de défense. Une tourelle de char enterrée jusqu'au cou, le canon dépassant de la roche, le tireur descendant dans la chambre par une échelle métallique. Le char qui était né dans une coque de la Seconde Guerre mondiale renaît dans un cube de béton de la guerre froide. Une question évidente se pose tout de suite. Est-ce que ça vaut quelque chose, militairement ? La réponse est ambiguë. Contre un débarquement amphibie soviétique mené par des navires d'assaut blindés, une tourelle de STRV 74 tirant des obus de 75 mm avec une dépression de canon de moins 15 degrés peut, théoriquement, percer un véhicule de transport blindé léger ou immobiliser une vedette. Contre un char moderne débarqué et roulant sur la plage, le Varntorn n'a aucune chance. 20 mm de blindage frontal sur la tourelle contre 120 mm de canon T-64. C'est une bataille perdue d'avance. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas la livrer. La doctrine suédoise n'attend pas des Varntorn qu'ils gagnent. Elle attend qu'ils retardent. Quelques minutes,
quelques tirs. Le temps d'évacuer une ville côtière. Le temps de mobiliser une compagnie de réserve. Les Varntorn sont disséminés en grande discrétion sur l'ensemble du littoral suédois. L'archipel de Stockholm en reçoit plusieurs dizaines. Le détroit du Sund, face au Danemark, en accueille d'autres. Gotland, l'île centrale de la Baltique, exposée directement à la flotte soviétique de Kaliningrad, devient un porc-épic de canons enterrés. Les emplacements sont classés secret défense. Les cartes touristiques ne les mentionnent pas. Les plaisanciers qui longent la côte aperçoivent parfois un canon gris pointé entre les bouleaux et croient à un mirage. Les locaux savent. Les autorités ne confirment rien. Les équipages sont composés de réservistes. 3 ou 4 hommes par tourelle, mobilisés pour des exercices courts, formés à utiliser un mécanisme qui n'a pas changé depuis les années 50. Ils descendent dans la chambre béton, ils tournent la tourelle au moteur Volkswagen, ils tirent à blanc, ils sortent, ils referment les coutilles. Ils repartent chez eux. Aucun d'eux n'a tiré contre un véritable ennemi. Aucun d'eux ne tirera jamais. Mais chaque été, jusqu'au début des années 90, des centaines de Suédois passent quelques jours à entretenir un char enterré dans le rocher de leur côte natale. Et puis, quelque chose d'inattendu arrive. Pas une attaque, le contraire. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Le 25 décembre 1991, le drapeau soviétique descend du Kremlin. La menace pour laquelle 225 tourelles ont été enterrées le long du littoral suédois cesse d'exister du jour au lendemain. Les Varntorn ne servent plus à rien. Mais on les laisse en place. Pendant 8 ans encore. Parce que personne, dans la nouvelle administration suédoise post-guerre froide, n'a le courage politique d'ordonner la destruction d'une fortification qui n'a jamais tiré contre un ennemi. La fortification dort dans son béton. L'ennemi pour lequel elle attendait s'est dissous. 1999. Dernière année opérationnelle des Varntorn. Une circulaire du ministère de la Défense ordonne le démantèlement progressif. Au début des années 2000, les équipes de génie civil arrivent sur les sites. Les bétons sont fissurés à l'explosif, les tourelles sont découpées au chalumeau, hissées par grue, posées sur des camions. La plupart partent à la ferraille. Quelques-unes sont sauvées par des musées. Une finit à Saumur, en France, dans le musée des blindés que la même France avait perdu son contrat d'AMX-13 46 ans plus tôt. Le hasard a parfois un sens de l'ironie qu'aucun scénariste n'oserait inventer. Sur l'archipel de Stockholm, l'une des dernières tourelles est démantelée à l'automne. Une grue mobile s'avance entre les pins. Le câble s'enroule. La structure d'acier monte lentement de son trou de béton. Pendant un instant, alors qu'elle pivote dans le vide, le canon de 75 mm balaie l'horizon. Il pointe vers l'est, vers les côtes de l'ancienne Estonie, vers Kaliningrad, vers Saint-Pétersbourg. Le geste est purement mécanique, dicté par l'inertie de la rotation. Mais pendant 1 seconde, la tourelle vise une dernière fois l'ennemi qu'elle n'a jamais vu. Puis elle bascule. Le canon descend. Le métal se pose sur le plateau du camion. Le moteur démarre. La tourelle quitte la côte suédoise pour la dernière fois. Le STRV 74 a vécu 26 ans dans les régiments. Il a vécu 15 ans de plus dans le béton. Il a parcouru 0 mètre au combat. Il n'a tué personne. Il n'a sauvé personne. Il a coûté 80 millions de couronnes de moins qu'un char français qu'on n'a jamais acheté. Il a été conçu par un homme qui, pendant qu'il le construisait, dessinait déjà son successeur. Il a porté un canon anti-aérien plus vieux que lui. Il a été surnommé désaxé par ses propres équipages. Il a fini ses jours enterré face à un ennemi disparu. Et son histoire n'est probablement pas terminée. Quelques tourelles sont encore quelque part en Suède, oubliées dans des dépôts militaires, attendant qu'un jour, peut-être, quelqu'un décide quoi en faire. Si cette histoire vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Question pour les commentaires. La France a-t-elle eu raison de proposer l'AMI-13 aux Suédois en 1952, ou a-t-elle commis une erreur stratégique en laissant Stockholm s'orienter vers le bricolage industriel? Dites-moi ce que vous en pensez. Et la prochaine fois, on quitte les forêts scandinaves pour la steppe afghane. Un char soviétique a tué plus de ses propres équipages que d'ennemis, et personne, à Moscou, ne voulait l'admettre.